Il existe des histoires qui changent tout. Des histoires qui commencent parmi les rochers et les embruns marins, et qui se terminent dans des bibliothèques abritant des milliers de rouleaux. Des histoires où un peuple crée le théâtre, la philosophie, la démocratie et un art dont l'influence traverse les millénaires. Aujourd'hui, nous allons raconter la Grèce antique, un monde né entre montagnes et vagues, où de petites cités devenaient des centres de civilisation, où les hommes apprenaient à débattre, à penser, à construire et à défendre leur liberté. C'est l'histoire de la manière dont les Grecs sont passés de villages dispersés à l'empire d'Alexandre, qui répandit la culture grecque de l'Égypte jusqu'à l'Inde. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Pourquoi cette terre? Pourquoi ces gens? Qu'est-ce qui rendait la Grèce différente de toutes les autres civilisations qui l'entouraient? Était-ce la géographie? Cette côte déchiquetée où chaque vallée isolait une communauté? Était-ce la mer qui obligeait les hommes à regarder au-delà de l'horizon? Ou était-ce quelque chose de plus profond, une manière de penser qui allait transformer le monde? Avant qu'Athènes ne devienne la ville des philosophes, avant que Sparte ne forge ses guerriers, avant que le Parthénon ne domine l'Acropole, il y avait un autre monde. Un monde de palais crétois, aux fresques colorées, de forteresses mycéniennes aux murs cyclopéens, de scribes traçant des signes sur des tablettes d'argile. Ce monde ancien allait s'effondrer, disparaître presque complètement, mais ses échos résonneraient à travers les siècles suivants. Lorsqu'on commence à se souvenir de l'histoire ancienne de la Grèce, c'est un monde complètement différent qui apparaît devant les yeux. Une terre entre mer et montagne, où de petites communautés se forment à peine. Les gens construisent leurs premières maisons, se souviennent des anciennes légendes et tentent de comprendre comment vivre sur ce territoire difficile. Les vallées étroites, les îles, les baies et les pentes abruptes ne sont pas encore reliées comme un espace unifié. Mais c'est précisément ici que se forme progressivement la première société qui deviendra la base de la civilisation grecque, laissant une trace pour des siècles. La première de ces civilisations anciennes, bien que non grecque au sens strict, mais ayant exercé une influence énorme sur tout le développement ultérieur, fut la culture de Crète, que nous appelons aujourd'hui Minoenne. Ce nom s'est fixé grâce aux anciennes légendes sur le roi Minos, qui était étroitement lié à l'histoire de l'île. Son nom en vint à désigner une époque de grands palais, de centres économiques complexes, d'artisans créant de fines décorations et de marins dont les navires visitaient des dizaines d'îles et s'aventuraient bien au-delà de la mer Égée. Lorsque l'archéologue Arthur Evans, au début du XXe siècle, monta sur la colline de Képhala et vit sous la couche de terre les contours d'un immense bâtiment à plusieurs niveaux, il ne pouvait pas encore imaginer qu'il avait devant lui les traces d'un monde disparu 3000 ans avant son époque. Un monde où les gens vivaient différemment du continent et qui conservait la mémoire d'une puissance maritime contrôlant tout un réseau d'îles et de routes commerciales. Les palais de Crète n'étaient pas des forteresses, c'étaient des centres de vie où les artisans créaient des figurines en faïence, où les femmes en vêtements à plusieurs couches participaient aux festivités, et où les prêtres, comme le montrent les images sur les murs, pouvaient effectuer des rituels liés au taureau. Les archéologues se souvenaient comment, dans une pièce, fut trouvé un vase contenant des grains d'orge conservés, si légers et secs qu'il semblait qu'ils venaient d'être récoltés, bien que des millénaires se soient écoulés. De telles découvertes rendent compréhensible non seulement l'éclat extérieur des palais minoans, mais aussi le travail quotidien des gens qui vivaient près d'eux. Pendant ce temps, sur le continent, dans un environnement plus rude, où la terre était moins généreuse mais l'organisation militaire plus forte, se formait une autre culture, la mycénienne. C'est elle qui devint le premier véritable prédécesseur du monde grec, car sa langue était déjà grecque, et ses dieux étaient ceux que, bien des siècles plus tard, Homère chanterait. Mycène, Tyrinthe, Pylos, Thèbes, toutes ces cités étaient
fortifiés si puissamment que les Grecs de l'époque classique croyaient que seuls des cyclopes avaient pu construire de tels murs. Au début du XXe siècle, des ouvriers, en nettoyant la terre près de la porte des Lions à Mycène, trouvèrent une dalle de pierre avec l'image de 2 lionnes de chaque côté d'une colonne. Aujourd'hui, en la regardant, on comprend facilement qu'il s'agit d'un symbole de pouvoir et d'ordre qui devait survivre aux générations. L'une des découvertes clés permettant de comprendre l'organisation de la vie mycénienne fut la tablette de Pylos, un document en argile écrit en linéaire B. Un scribe y enregistrait combien d'huile, de vin et de grains avaient été collectés dans la région. La tablette fut carbonisée lors d'un incendie et grâce à cela, elle survécut. Elle montre que la société mycénienne reposait sur un contrôle strict des ressources, la répartition du travail et la planification, signe d'un État précoce et non de tribus dispersées. Cependant, ni le monde minoen ni le monde mycénien ne furent éternels. Les historiens supposent qu'environ au milieu du 2e millénaire avant notre ère, un événement se produisit en Crète qui changea complètement la vie de l'île. Peut-être était-il lié à l'éruption d'un volcan à Santorin, à des tremblements de terre ou à l'invasion de guerriers du continent. Quoi qu'il en soit, les palais furent détruits et la culture qui se tenait au sommet du monde égéen perdit sa force antérieure. Sur le continent, environ 2 siècles plus tard, survint sa propre crise. De nombreuses cités brûlèrent, les palais se vidèrent, les enregistrements cessèrent, et les gens qui auparavant géraient d'immenses complexes économiques disparurent avec le système dont ils faisaient partie. Dans les ruines des établissements mycéniens, les archéologues trouvaient de petites traces de vie, mais très humaines. Dans une maison se trouvait un vase laissé comme s'il venait d'être posé sur le sol. Dans de tels moments, on comprend que la mort d'une civilisation n'est pas un événement abstrait. C'est un jour où des milliers de personnes perdirent leur maison et l'ordre habituel de leur vie. Nous ne connaissons pas leurs noms, mais leurs traces restèrent dans la terre sur laquelle, plus tard, apparaîtront les cités-États grecques. Ainsi commence l'époque que l'on appelle les siècles obscurs. Ce nom reflète plutôt le manque d'informations que la réalité de cette période. L'écriture disparut presque complètement, mais les gens continuèrent à vivre dans de petites communautés, à pratiquer l'artisanat et l'agriculture, à préserver les récits sur les héros et les rois qui, autrefois, étaient liés au monde mycénien, mais qui maintenant se transmettaient oralement. C'est précisément dans cette tradition orale que furent conservés les événements qui, plus tard, devinrent la base de l'Iliade et de l'Odyssée. Les archéologues trouvèrent sous le Lefkandi moderne un cimetière qui aide à imaginer la vie de ces siècles. Dans une tombe se trouvait un homme de haut statut, à côté de lui, une femme ornée d'or, ainsi qu'un cheval. Cela indique que même pendant la période de déclin, il existait des communautés avec une structure sociale notable. Et ce sont précisément de telles structures qui deviendront la base des futures cités. Bien que les événements de ces siècles nous soient cachés, il est clair que c'est précisément à cette époque que se formaient les bases du caractère grec. Sans palais et sans bureaucratie complexe, les gens furent forcés de s'unir en petites communautés, où chacun connaissait chacun, où les décisions se prenaient ensemble. Et l'influence appartenait non aux héritiers des rois, mais à ceux qui pouvaient influer sur la vie de tout le groupe. Cette expérience devint le fondement du monde qui apparaîtrait plus tard. Mais pour l'instant, nous restons à la frontière de 2 époques. Les anciennes civilisations sont détruites, les nouvelles ne sont pas encore apparues. Et c'est précisément ici, dans cette transition, que commence l'histoire d'un peuple qui deviendra l'une des cultures clés de l'humanité. Lorsque, après la chute des royaumes mycéniens, la vie revenait progressivement dans les petits établissements du monde égéen. Les gens qui y vivaient ne réalisaient
pas encore que c'était précisément à ce moment que commençait l'une des étapes les plus importantes de l'histoire grecque. Sur les collines rocheuses, près des baies où de petits navires pouvaient se réfugier, apparaissaient les premières formes de la future polis. Cette communauté particulière qui unissait en elle la cité, l'État, un passé commun, des obligations religieuses et la responsabilité de chaque personne envers les autres. Ces communautés apparaissaient si modestement qu'il est difficile de croire que c'est précisément d'elles que naîtraient Athènes, Corinthe, Milet et d'autres centres qui, pendant de nombreux siècles, définiraient le visage de la Méditerranée. Les archéologues qui étudièrent l'établissement de Zagora sur l'île d'Andros trouvèrent les restes d'un petit village où les maisons se tenaient très serrées. Et les murs étaient construits en pierre non taillée. Par les traces de foyers, de céramique et de l'agencement des habitations, on peut voir comment les gens apprenaient à vivre les uns à côté des autres, répartissaient les tâches, divisaient la terre et accomplissaient des rituels communs. L'une des étapes clés qui rendit possible l'apparition des cités fut l'émergence de l'alphabet. À la fin du IXe siècle avant notre ère, les Grecs adaptèrent l'écriture phénicienne et ce changement fut décisif. Dans les manuels d'épigraphie, on cite l'exemple d'une inscription trouvée à Naxos. Sur une petite pierre, qui faisait probablement partie d'un vase rituel, sont gravées des lettres irrégulières désignant une dédicace à une divinité. Ces symboles sont simples, mais ce sont précisément eux qui marquèrent le début d'une tradition grâce à laquelle la parole pouvait être fixée et préservée. L'alphabet donna la possibilité d'enregistrer les décisions des assemblées, les contrats, la répartition des biens et des obligations des citoyens. Cela devint la base de la vie politique de la cité. Mais avant que de telles institutions ne se renforcent, les communautés devaient apprendre à prendre des décisions ensemble. Un exemple révélateur est donné par le petit établissement de Dréros en Crète. On y trouva l'une des plus anciennes inscriptions grecques de caractère public, un fragment de loi concernant la nomination de fonctionnaires judiciaires. Le texte s'est conservé partiellement, mais il est clair que les gens tentaient de fixer des règles qui assuraient l'ordre. Ce document montre que la loi ancienne n'était pas perçue comme un ordre du souverain, mais comme une décision de la communauté. En Grèce centrale, en Béotie, fut trouvé un établissement où les maisons étaient alignées le long d'une longue rue, et le centre servait de lieu de rencontre, de commerce et de discussion. Plus tard, cet espace sera appelé agora. Dans les couches de fouilles furent découvertes des aiguilles en bronze pour métier à tisser, des vases en argile, des pointes de lance en fer et des traces de petits fours. Tous ces objets indiquent que l'artisanat se rétablissait, la production devenait régulière et l'économie des communautés se renforçait. Les liens commerciaux avaient une grande importance dans ce processus. Les navires phéniciens qui entraient dans les ports égéens apportaient la pourpre, des objets métalliques et de nouvelles connaissances, tandis que les Grecs envoyaient de la céramique, de l'huile et du bronze. Dans un établissement phénicien à Chypre, fut trouvée une amphore avec un ornement géométrique grec caractéristique. Un simple vase qui montre comment les Grecs sortaient des limites de leur baie locale et entraient dans un cercle d'échange plus large. À l'intérieur des cités se produisaient d'importants changements politiques. La Grèce ancienne s'éloignait progressivement du pouvoir concentré entre les mains d'une seule personne et passait à une gouvernance fondée sur la participation de la communauté. Parfois, ce processus s'accompagnait de conflits. À Argos, par exemple, selon des sources tardives, une partie de la noblesse tenta de conserver le pouvoir, mais la communauté limita leurs prérogatives. À Corinthe, la puissante famille des Bachiades contrôla la ville pendant presque des générations, jusqu'à ce que les citoyens obtiennent son renversement. Les données archéologiques montrent que c'est précisément après cela que Corinthe commença à croître rapidement, développa l'artisanat et le commerce, ce qui aurait été impossible sans un changement de structure politique.
avec l'importance croissante de la cité, changeait aussi le rapport à la terre. La terre n'était pas considérée simplement comme une propriété privée, mais comme une base commune de vie qu'il fallait défendre et cultiver. Dans la période ancienne, dans différentes cités, apparaissaient leurs propres formes de répartition des parcelles, et les disputes foncières devinrent l'un des premiers motifs d'apparition de lois locales. Progressivement se formait l'institution des premiers législateurs. Leurs noms ne se sont pas conservés, mais sur différentes îles et dans différentes régions, on trouve des pierres avec de courtes formulations de règles concernant le mariage, l'héritage, les dettes et les sacrifices. À Corcyre fut découverte une inscription sur l'ordre d'offrande d'un taureau en l'honneur d'une divinité locale. À Thénos, une pierre avec l'énumération des obligations des fonctionnaires responsables de la collecte des impôts et du contrôle sur le marché. De tels documents montrent que les cités ne se développaient pas par hasard, mais s'efforçaient de créer un système stable de normes. Simultanément croissait aussi la culture. La céramique de style géométrique, avec des lignes nettes, des cercles et des angles, reflétait le désir d'ordonner le monde environnant. Dans une sépulture athénienne, fut trouvé un grand vase décoré de nombreuses petites figurines d'hommes et d'animaux. Ces dessins fixaient la mémoire de ceux qui vivaient dans la communauté, dont la vie et la mort faisaient partie de l'espace commun. Progressivement se formait la forme qui deviendrait le symbole de la Grèce. La polis, cité-État, unie par une origine commune, un culte commun, une terre commune et une décision commune sur le destin de toute la communauté. Vers la fin du IXe et le début du VIIIe siècle avant notre ère, les jeunes cités possédaient déjà des structures qui leur permettraient de passer à l'époque des réformes, du développement de la législation, du renforcement de l'armée et d'une vie politique plus complexe. C'est précisément ici, dans le moment du retour progressif de la vie dans les vallées et les baies du monde égéen, que naissait le modèle grec de l'État, qui allait devenir l'un des plus influents de l'histoire de l'humanité. Lorsque dans le monde grec se formaient progressivement les communautés urbaines et que les gens apprenaient à trouver l'équilibre entre liberté personnelle et obligation envers les voisins, deux cités commencèrent à se développer par des voies si différentes que leur expérience devint un exemple de la façon dont l'organisation de la terre, le caractère de la population, les traditions et les circonstances historiques peuvent conduire à l'apparition de deux modèles de société complètement différents. Athènes, située parmi les collines de l'Attique, se dirigeait vers l'élargissement de la participation des citoyens à la gouvernance, les discussions, les réformes et les tentatives de créer des lois compréhensibles pour tous. Sparte, établie dans la vallée de Laconie, construisait sa force sur la discipline, l'éducation des guerriers, le maintien d'un ordre strict et la soumission des intérêts personnels aux intérêts de la communauté. À l'étape précoce, l'histoire d'Athènes était définie par les anciens clans qui contrôlaient la terre, les rites religieux et les tribunaux. La société était divisée entre riches propriétaires fonciers, simples cultivateurs et personnes qui en dépendaient. Les disputes entre clans menaient souvent à des tensions, et c'est alors que les Athéniens décidèrent, pour la première fois, d'écrire les lois, afin de rendre les règles claires pour tous. Ainsi, vers 621 avant notre ère, apparut Dracon, un homme à qui on confia la tâche de composer un code de normes régulant les crimes et les punitions. Ces lois étaient très sévères, mais le principal en elles était que la règle devint accessible à chacun et ne restait pas un secret de la noblesse. À partir de ce moment, tout citoyen pouvait savoir ce qui était considéré comme une violation et quelles mesures de punition étaient établies. Cependant, les lois sévères ne résolurent pas le principal problème d'Athènes, la dépendance par la dette. Beaucoup d'habitants perdèrent leurs terres, tombaient sous le pouvoir des familles riches et parfois même se transformaient en esclaves pour rembourser. La société approchait d'une crise et c'est alors que les Athéniens se tournèrent vers Solon,
qu'il respectait pour sa justice et sa modération. Autour de son nom existent beaucoup de légendes, mais l'essentiel est qu'il mena des réformes qui changèrent le destin d'Athènes. Il abolit l'esclavage pour dette, libéra ceux qui avaient été réduits en esclavage par les dettes, interdit de traiter un citoyen comme un esclave à cause des dettes, divisa la société en classes censitaires et créa le Conseil des 400, qui préparait les décisions pour l'Assemblée populaire. Il réforma aussi le système judiciaire pour protéger les gens de l'arbitraire. Les sources disent qu'après l'adoption des réformes, Solon quitta Athènes pendant plusieurs années, afin que personne ne tente de l'inciter à réviser ses propres décisions. Ce geste devint une partie du respect de la stabilité des lois. Cependant, même les réformes de Solon ne purent stabiliser définitivement la cité. Bientôt, à Athènes apparut Pisistrate, un homme qui réussit à rétablir l'ordre, bien qu'il l'ait fait en devenant tyran dans le sens grec ancien du mot. Pisistrate gouvernait doucement, aidait les pauvres, distribuait la terre, développait l'artisanat, construisait des routes et renforçait les cultes religieux, en particulier le culte d'Athéna. Il commença la construction de temples sur l'acropole, une étape qui deviendrait la base du futur épanouissement architectural. Ses fils ne purent maintenir le soutien. Leur pouvoir s'effondra. Mais c'est précisément après leur chute qu'Athènes reçut la chance de construire définitivement un nouveau système politique. Cette chance fut réalisée par Clystène, représentant d'un clan influent, qui décida de changer l'organisation de la cité de telle sorte qu'aucun clan ne puisse plus concentrer le pouvoir. Ces réformes marquèrent le début de la démocratie classique. Il divisa l'Attique en dèmes, petites unités territoriales où les gens vivaient côte à côte et se connaissaient. 10 tribus, incluant des dèmes de différentes parties de l'Attique, brisaient les anciennes alliances claniques et forçaient les gens à se sentir partie d'une seule cité. Il créa le Conseil des 500, organe principal qui préparait les questions pour l'Assemblée populaire, et introduisit la pratique de l'ostracisme, lorsque les citoyens pouvaient bannir de la cité une personne qu'ils considéraient dangereuse pour la liberté. Sur des tessons d'argile, les gens écrivaient les noms de ceux qu'ils voulaient bannir. Ces mesures prévenaient le retour de la tyrannie. Progressivement, Athènes se transforma en une cité où jouait un rôle important la parole, l'assemblée, la loi et la participation des citoyens. À ce même moment, Sparte se développait différemment. Dans la vallée du fleuve Eurotas, parmi des conditions rigoureuses, se formait une société où le personnel était soumis au commun. L'histoire ancienne de Sparte est entourée de légendes, et la figure centrale de ces traditions est considérée comme Lycurgue, législateur à qui on attribue la création de l'ordre spartiate. Les sources débattent sur la question de savoir s'il a réellement vécu, mais l'ordre lié à son nom définit l'image de Sparte pour des siècles. La terre fut divisée entre citoyens en parcelles égales. La richesse et le luxe étaient racondannés afin d'éviter l'inégalité. Dans l'État existait un système de 2 rois qui était limité par le Conseil des Anciens et les Éphores, détenteurs de larges prérogatives. La principale particularité de l'organisation spartiate était l'éducation. Les garçons, à environ 7 ans, étaient retirés de la famille et répartis en groupes, où ils apprenaient l'endurance, la discipline, l'art militaire et un ordre rigoureux. Ils étaient élevés dans un esprit de soumission, de respect envers les aînés et de disposition à servir la cité. Les archéologues trouvent de nombreuses petites figurines de bronze de guerriers, qu'on offrait en sacrifice aux dieux après une victoire. Ces découvertes montrent à quel point la culture militaire était profondément intégrée dans la vie de la cité. Le citoyen spartiate adulte, ayant achevé son éducation, était appelé égal. Il mangeait dans une salle commune, vivait très simplement et restait toute sa vie avant tout un guerrier. Dans un ancien récit, on raconte un jeune Spartiate revenu sans son bouclier, et sa mère l'accueillit avec les mots
avec ton bouclier ou sur ton bouclier. Même si cette histoire est apparue plus tard, elle transmet l'esprit d'une éducation où le devoir est plus important que le bien-être personnel. Ainsi, Athènes et Sparte créaient deux mondes différents. Une cité développait la participation, la loi et la vie politique, l'autre la discipline, l'ordre et la préparation militaire. Ces modèles n'étaient pas des théories abstraites. Ils formaient le caractère des gens qui, plus tard, se trouveraient à la fois alliés et rivaux, définissant l'histoire politique et militaire de toute la Grèce. Lorsque l'immense empire perse, s'étendant des côtes de l'Asie mineure aux montagnes d'Iran et aux plaines de Mésopotamie, collectait des tribus auprès de dizaines de peuples et construisait des routes sur lesquelles ses armées pouvaient marcher pendant des semaines, le monde grec à côté de lui semblait petit et désuni. Cependant, en lui se formait progressivement une force d'un autre type, non fondée sur le nombre de l'armée ou la richesse du trésor, mais sur la détermination d'hommes libres à défendre leur cité et à vivre selon leurs propres lois. Lorsque cette force se heurta à la Perse, commença l'histoire des guerres gréco-perses. La tension ne surgit pas en Grèce même, mais en Ionie, région de cités grecques sur la côte ouest de l'Asie mineure. Elle vivait richement, commerçait, construisait des temples, développait l'artisanat, mais se trouvait sous le pouvoir de la Perse. En 499 avant notre ère, à Milet commença un soulèvement contre l'administration perse, et il couvrit rapidement d'autres cités. Athènes, malgré la distance, envoya à l'aide 20 navires. L'aide était petite, mais elle eut d'énormes conséquences. La Perse vit en Athènes un ennemi s'ingérant dans ses affaires. Lorsque le soulèvement fut réprimé et Milet détruite, Darius n'oublia pas l'aide des Athéniens. Il ordonna chaque jour de se rappeler la nécessité de punir Athènes. Et bientôt, les troupes perses se mirent en marche vers les côtes de la mer Égée. La première expédition se termina par un échec à cause d'une tempête au Cappatos, mais la deuxième atteignit l'Attique et débarqua dans la plaine de Marathon. L'armée athénienne, composée principalement de citoyens miliciens, rencontra les Perses dans la plaine de Marathon. Chaque Athénien apportait sur le champ de bataille son propre bouclier, sa lance et son armure, et comprenait que derrière son dos se trouvaient sa maison et sa cité. Les sources racontent que les stratèges discutèrent longtemps pour savoir s'il fallait attendre l'aide de Sparte ou engager le combat immédiatement. Miltiade insista pour une attaque immédiate. À l'aube, les Athéniens commencèrent l'offensive, percèrent le rang des Perses et remportèrent la victoire. Une légende tardive raconte un messager, qu'on appellera Phidippide, et qui courut jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire. Mais Marathon ne mit pas fin à la guerre. La Perse ne fit que renforcer son désir de soumettre la Grèce. 10 ans plus tard, un nouveau roi, Xerxès, rassembla une immense armée. Les auteurs anciens avançaient des chiffres fantastiques, mais même s'ils sont exagérés, l'armée était très forte. Elle traversa l'Hellespont et se déplaça le long de la côte de Grèce, soumettant les cités et exigeant la terre et l'eau comme signe de soumission. Lorsqu'il devint clair que Xerxès marchait sur les Lades, les Grecs comprirent pour la première fois que leur destin dépendait de leur capacité à agir ensemble. À Corinthe se réunirent des représentants de différentes cités. Sparte prit en charge la direction des forces terrestres et Athènes celle de la flotte. La première grande confrontation eut lieu aux Thermopyles, un passage étroit où une grande armée ne pouvait se déployer. Sparte y envoya un petit détachement dirigé par le roi Léonidas. Parmi eux se trouvaient 300 Spartiates et plusieurs milliers d'alliés. Bien que la légende n'ait retenu que les Spartiates, à leur côté se tenaient des guerriers de différentes cités. Lorsqu'un traître montra aux Perses un sentier de contournement, Léonidas renvoya la majorité des alliés et resta avec ceux qui décidèrent de combattre jusqu'au bout. Hérodote décrit qu'ils tinrent le rang jusqu'au dernier, comprenant que leur résistance donnait aux autres Grecs du temps.
À ce même moment, la flotte se rassemblait près de l'île de Salamine. Athènes fut évacuée. Ses habitants partirent vers les îles. Les Perses entrèrent dans la cité et brûlèrent l'acropole. Mais les Athéniens savaient que leur espoir était la mer. Thémistocle, l'un des stratèges athéniens clés, convainquit les alliés de livrer bataille dans le détroit étroit. Il envoya même, selon la légende, une lettre à Xerxès, laissant entendre que les Grecs étaient soi-disant sur le point de fuir, pour attirer la flotte perse dans les eaux resserrées. À l'aube, commença la bataille de Salamine. Les navires perses, coincés dans le détroit étroit, ne pouvaient agir librement, et les trières grecques en profitèrent. Légères et maniables, elles frappaient les vaisseaux perses, brisaient le rang et créaient le chaos. Salamine devint le moment décisif de la guerre. Après la défaite, Xerxès quitta la Grèce, laissant une partie de l'armée. Mais la poursuite de l'offensive devint impossible. Plus tard, les Grecs remportèrent de grandes victoires aplatées et amicales, achevant la guerre. La Perse fut contrainte d'abandonner ses plans de conquête de l'Hellade, et les Grecs acquirent une confiance en leurs forces. Cette confiance deviendrait la base d'une période où l'art, la politique, la philosophie et la science en Grèce atteindraient un épanouissement inouï. Lorsque les cités grecques virent que le danger avait enfin reculé, Athènes se trouva être le lieu où le sentiment de victoire et de confiance se combina avec le désir de créer une cité reflétant non seulement la force, mais aussi la représentation de l'ordre, de la beauté et de la justice. Dès les premières années après les guerres, Athènes renforçait les murs, restaurait les maisons détruites, augmentait la flotte et maintenait l'alliance qu'elle dirigeait maintenant. Mais le principal fut la compréhension que la cité, qui avait pu résister à l'Empire, devait non seulement se défendre, mais aussi se développer en transformant l'espace environnant. Au centre de cette période se tenait Périclès, un homme dont le nom devint le symbole de l'époque. Il naquit au début du 5e siècle avant notre ère dans une famille noble. Mais son éducation, comme le racontent des sources tardives, fut retenue et orientée vers le développement du caractère, et non la recherche du luxe. On le décrivait comme un homme de tempérament calme, qui évitait la richesse ostentatoire et préférait les conversations sérieuses aux festins somptueux. Parmi ses maîtres se trouvait le philosophe Anaxagore, l'un de ceux qui s'efforçaient d'expliquer le monde non par des mythes, mais par la raison. De telles idées influencèrent la manière dont Périclès comprenait le rôle de la cité. Il y voyait non seulement une force politique, mais aussi un centre de pensée. Devenu stratège, il commença à mener des réformes renforçant la démocratie. L'un des changements les plus importants fut l'introduction d'une rémunération pour les citoyens participant au tribunal. Cela permit aux Athéniens pauvres de prendre part à la vie publique sans perdre leurs revenus. De telles mesures renforçaient le sentiment d'égalité devant la loi et rendaient le système politique plus stable. Mais l'œuvre principale de l'époque fut la construction sur l'acropole. La colline, détruite par les Perses, devait devenir le symbole d'Athènes renaissante. Sur proposition de Périclès, il fut décidé d'ériger le temple d'Athéna Parthénos. Les architectes Iktinos et Callicratès créèrent un édifice qui devint un modèle d'harmonie. Les colonnes du Parthénon ont une légère courbure, effet qui crée une sensation de rectitude parfaite lorsqu'on les regarde de loin. Le sculpteur Phidias créa une statue de la déesse Athéna en or et ivoire. Et les contemporains disaient qu'à la lumière du feu, sa surface semblait prendre vie. Cependant, l'art de l'époque de Périclès ne se limitait pas à l'acropole. Le théâtre devint une partie importante de la vie de la cité. Lors des fêtes en l'honneur de Dionysos, les Athéniens écoutèrent ces pièces de dramaturges qui, plus tard, deviendraient des classiques de la culture mondiale. Échille, participant aux guerres contre les Perses, écrivait des tragédies sur le destin et la responsabilité. Sophocle créait des héros qui tentaient de comprendre le sens de leurs actes.
Euripide montrait le monde intérieur de l'homme, les doutes, les peurs et les expériences. Selon les témoignages d'auteurs antiques, les spectateurs pleuraient souvent en écoutant les tragédies, et le théâtre devenait non un divertissement, mais un lieu de réflexion sur la vie. À ce même moment se développait la philosophie. Socrate marchait dans les rues de la cité, conversait avec les artisans, les jeunes gens et les citoyens âgés, posant des questions sur la justice, la vertu et la connaissance. Ses élèves notèrent une partie de ces entretiens, mais même ceux-ci ne transmettent pas l'atmosphère des conversations sur l'agora athénienne, où les gens se rassemblaient autour de lui pour entendre ses raisonnements. L'agora était le centre de la vie urbaine, le lieu où on commerçait le vin, l'huile, les objets artisanaux, où travaillèrent les ateliers et où on discutait des événements. Des auteurs tardifs racontent d'un marchand de lampes qui, assis derrière son étal, fredonnait des vers de la tragédie de la veille. Et cela n'étonnait personne, car l'art était devenu partie du quotidien. Périclès comprenait que la cité ne pouvait vivre de culture seule. La menace extérieure pouvait revenir. C'est pourquoi il renforça la défense d'Athènes, construisit de longs murs reliant la cité au Pirée, ce qui permettait de conserver l'accès à la mer même pendant un siège. La flotte, créée grâce aux réformes de Thémistocle, devint la base du pouvoir d'Athènes dans l'Alliance. Chaque trière qu'on construisait au Pirée était partie d'un système dont dépendait la sécurité de la cité. Périclès prenait souvent la parole devant les citoyens. Thucydide conserva l'un de ses discours, où Athènes est présentée comme une cité dans laquelle on apprécie l'éducation, la liberté de parole, la participation aux affaires de la cité et le respect de la loi. Ces mots selon lesquels Athènes était devenue l'école de l'Hellade devinrent le principal symbole de l'époque. Les citoyens l'écoutaient sur la place et croyaient qu'il leur appartenait de construire un monde fondé sur la dignité et la raison. Plus tard, Périclès subit des pertes personnelles. Lors de l'épidémie, il perdit 2 fils. Les sources décrivent comment il se tenait près de leur tombe, ne cachant pas son chagrin. Pour les Athéniens, habitués à voir en lui un leader confiant, ce moment montra son côté humain. Sa mort devint le symbole de l'achèvement d'une grande période. Mais même après sa mort, Athènes continua à vivre selon le rythme qu'il avait créé. La lumière de l'acropole, le théâtre, la philosophie, l'assemblée des citoyens et l'art devinrent la base de ce qui, encore longtemps, définirait la culture grecque. L'âge d'or d'Athènes ne fut pas éternel, mais son influence se conserva dans la mémoire de ceux qui virent l'épanouissement de la cité et dans la mémoire de toutes les générations suivantes. Lorsqu'Athènes, après l'âge d'or, renforça son influence dans la mer Égée, rassembla une flotte puissante, élargit l'alliance et se transforma en centre du commerce et de la politique, Sparte vit en cela non simplement la croissance de la puissance d'un voisin, mais une menace pour l'ordre qu'elle conservait depuis des siècles. Dans les conversations résonnaient de plus en plus souvent des inquiétudes sur la rupture de l'équilibre, sur la force excessive d'Athènes, sur les alliés qui regardaient Athènes non plus comme un partenaire, mais comme un pouvoir dont il était impossible de se détacher. Progressivement surgit une tension qui, quelques années plus tard, mènerait à une guerre ayant duré presque 3 décennies et devenu l'un des conflits les plus destructeurs de l'histoire grecque. Les causes de cette guerre étaient nombreuses et s'accumulaient depuis longtemps. Athènes intervenait de plus en plus activement dans les affaires des îles alliées, exigeant le paiement des contributions et ne permettant pas de sortir de l'alliance. Certaines cités tentèrent de résister, mais étaient ramenées par la force. Sparte, observant la croissance du pouvoir athénien, craignait qu'un jour ses propres alliés du Péloponnèse cessent de maintenir leur fidélité. Tout cela se produisait sur fond d'une ancienne rivalité entre les 2 cités, chacune considérant son modèle comme correct. Athènes, cité de la parole libre, des assemblées et des lois, et Sparte, société de discipline, de tradition et de fermeté militaire.
Ces différences définissaient non seulement les idéaux, mais aussi la stratégie militaire, les relations avec les alliés et la manière même de prendre des décisions. Lorsque la guerre commença finalement, beaucoup pensaient qu'elle serait courte. Mais dès les premières années, il devint clair que le conflit toucherait tout le monde grec. Athènes n'osait pas engager une grande bataille terrestre, comprenant que l'armée spartiate était plus forte. Périclès proposa une stratégie fondée sur la force de la flotte. La population de l'Attique devait se réfugier derrière les murs de la cité et les longs murs reliant Athènes au Pirée. Et l'armée athénienne devait effectuer des raids maritimes le long de la côte du Péloponnèse. Cette stratégie était raisonnable, mais elle eut une terrible conséquence. Trop de gens se retrouvèrent à l'intérieur des murs, et dans la cité éclata une épidémie. Thucydide, qui survécut à la maladie, la décrivit si précisément qu'encore des siècles plus tard, il est difficile de lire ces lignes. La maladie se propagea rapidement. Les gens tombaient dans les rues, les maisons se transformaient en infirmeries. Les normes habituelles de comportement disparaissaient, car les gens, saisis par la peur, ne pensaient qu'à survivre un jour de plus. L'épidémie emporta la vie de nombreux citoyens connus. Et finalement, mourut Périclès. Sa mort fut un coup pour la cité qui voyait en lui non seulement un leader politique, mais un homme incarnant le mode de vie athénien. Après son départ, Athènes commença à chercher de nouveaux dirigeants, et chaque nouveau stratège apportait sa propre stratégie. L'une des figures les plus remarquables fut Alcibiade, homme talentueux, intelligent, ambitieux et imprévisible. Il proposait des projets audacieux, savait convaincre les gens, et c'est précisément lui qui devint l'initiateur de l'expédition massive en Sicile. Alcibiade assurait que la prise des riches Syracuse assurerait à Athènes la domination en Grèce. Après de longues discussions, l'Assemblée populaire approuva la campagne et une immense flotte partit vers la Sicile. L'expédition se révéla être l'une des erreurs les plus lourdes d'Athènes. Alcibiade fut rappelé à Athènes à cause d'accusations politiques. Il s'enfuit et se retrouva à Sparte. L'armée athénienne en Sicile resta sans commandement assuré, subit défaite après défaite et, finalement, fut encerclée. La flotte fut détruite et beaucoup de guerriers athéniens périrent dans les carrières de Syracuse. Cette défaite devint pour les Grecs le symbole du danger d'une aspiration excessive à l'expansion. Cependant, la guerre continuait. Sparte, ayant reçu l'aide de la Perse, qui intervint pour affaiblir les deux camps, construisit une flotte et commença à remporter des victoires en mer. Alcibiade, ayant déjà perdu ses anciennes connexions, passait d'un camp à l'autre, tentant de retrouver son influence. Pendant un court moment, il aida réellement Athènes à obtenir des succès, mais sa position était instable, et finalement, il se retrouva à nouveau à l'écart. Le dernier coup porté à Athènes fut infligé dans la bataille d'Égos-Potamos, où le commandant de la flotte spartiate Lysandre attaqua par surprise et détruisit presque toute la flotte athénienne. Athènes, privée de défense, épuisée par la guerre et ayant perdu le soutien des alliés, se retrouva condamnée. En 404 avant notre ère, Sparte assiégea la cité et Athènes capitula. Après la défaite, fut établi dans la cité le pouvoir des Trente, groupe oligarchique nommé par Sparte. Leur règne s'accompagna d'exécutions et de confiscations, et la peur devint partie du quotidien. Mais ce régime ne dura pas longtemps. Les Athéniens revenus d'exil restaurèrent la démocratie. Cependant, même cette restauration ne pouvait cacher à quel point la Grèce avait changé. Les cités étaient affaiblies, la méfiance mutuelle s'était intensifiée, la population avait diminué et l'économie était détruite. La guerre du Péloponnèse devint le moment où les Grecs virent pour la première fois que la rivalité entre cités pouvait détruire le fondement même de leur monde, le sentiment d'appartenance à une culture unique. La victoire d'un camp n'apporta aucun bénéfice à toutes les lades. Lorsque le combat se termina et que les gens commencèrent à revenir à la vie,
il devint clair que l'ancien monde avait disparu et qu'à sa place apparaîtrait bientôt une nouvelle force qui changerait la Grèce pour toujours. Lorsque, après les longues années de la guerre du Péloponnèse, la Grèce se retrouva épuisée, divisée et incapable d'action commune, à ses frontières septentrionales se levait progressivement une force qu'on ne prenait pas au sérieux depuis longtemps. La Macédoine, située entre montagnes et plaines, vécut pendant des siècles dans des conditions où le pouvoir du roi dépendait de sa capacité à maintenir l'alliance avec la noblesse locale, et où les tribus étaient constamment prêtes à la guerre. Cependant, c'est précisément dans ce pays que les Grecs considéraient souvent comme semi-barbare qu'apparut un homme qui changea le destin de toute l'Hellade, Philippe II. Lorsqu'il devint roi vers 359 avant notre ère, la position de la Macédoine était difficile. Les ennemis menaçaient de tous côtés. L'armée était faible et le pouvoir reposait sur de fragiles accords. Mais Philippe possédait une rare combinaison de talents militaires, de flexibilité diplomatique et de capacité à voir au-delà des dangers immédiats. Il comprit rapidement que la Macédoine ne pourrait survivre que si elle devenait une force avec laquelle il faudrait compter. Le premier pas fut la réforme de l'armée. Philippe créa la phalange macédonienne, formation où les guerriers se tenaient en rang serré, tenant de longues sarissses. Cette arme donnait aux Macédoniens un avantage à distance, et la densité de la formation les rendait presque comme un mur infranchissable. Pour instruire l'armée, Philippe invitait des spécialistes, étudiait l'expérience des guerriers grecs et ajoutait ce qui manquait aux cités: une discipline constante et la capacité d'agir dans n'importe quelle situation. Il menait personnellement les exercices, exigeait endurance et précision. Les sources citent un épisode où Philippe, voyant une unité en retard, parcourut lui-même avec elle tout le chemin, montrant que le roi devait être près de ses hommes. Ce lien entre le roi et l'armée devint l'un des fondements clés de ses futurs succès. Pendant que l'armée devenait plus forte, Philippe s'occupait de diplomatie. Il savait conclure des alliances, utiliser les mariages comme instrument politique, promettre, menacer et isoler les adversaires, tandis que les alliés passaient progressivement de son côté. Lorsqu'il s'empara d'importantes fortifications en Thrace et obtint l'accès aux mines d'or du mont Pangée, son trésor se remplit tellement qu'il put entretenir une armée en préparation constante et mener des guerres sans interruption. Athènes et d'autres cités observaient cela avec inquiétude. L'orateur Démosthène, dans ses discours, plus tard appelé philippique, avertissait que la Macédoine deviendrait une menace si on ne l'arrêtait pas à temps. Mais les Grecs, affaiblis par les guerres, ne pouvaient s'unir rapidement. Beaucoup de cités étaient ruinées, épuisées ou occupées par des problèmes internes. Pendant ce temps, la Macédoine se renforçait. Dans la bataille de Chéronée en 338 avant notre ère, Philippe défie les armées unies d'Athènes et de Thèbes. Cette victoire fut le moment décisif. Le destin de la Grèce était déterminé. Dans la bataille participa aussi le jeune Alexandre, fils de Philippe, qui avait environ 18 ans. Certaines sources affirment qu'il commandait un détachement de cavalerie ayant joué un rôle important dans la percée de la ligne thébaine. Après Chéronée, la majorité des cités fut contrainte de reconnaître le pouvoir de la Macédoine, et Philippe créa la Ligue de Corinthe, union des cités grecques sous sa direction. Bien que formellement chaque cité conservait son autonomie, les événements ultérieurs furent inattendus pour tous. En 336 avant notre ère, Philippe fut assassiné lors d'une fête. L'assassin, jeune aristocrate Pausanias, fut capturé immédiatement. Mais les raisons du meurtre suscitent encore des débats. Certains parlèrent de vengeance personnelle, d'autres de complot à la cour, d'autres encore d'intrigues politiques. Quoi qu'il en soit, Alexandre, âgé de 20 ans, devint roi. Et très rapidement, il devint clair qu'il avait hérité de son père non seulement le pouvoir, mais aussi l'ampleur de ses plans.
la première chose qu'Alexandre fit fut de réprimer le soulèvement en Grèce. Plusieurs cités décidèrent qu'après la mort de Philippe, elles pourraient retrouver l'indépendance, et particulièrement résolument agissait Thèbes. Alexandre s'y rendit avec une énorme rapidité, encercla la cité et la prit d'assaut. Thèbes fut détruite presque complètement, à l'exception des maisons des poètes et des prêtres. Cette décision, bien que cruelle, força toutes les autres cités à reconnaître le pouvoir d'Alexandre. Après cela, Alexandre annonça qu'il continuerait l'œuvre de son père, la campagne contre la Perse. Les Grecs le soutinrent, voyant en lui un leader jeune et résolu. En 334 avant notre ère, il traversa l'Hellespont, posa le pied sur la terre d'Asie mineure et visita d'abord Troie. Les sources disent qu'il déposa une couronne sur la tombe d'Achille, héros qu'il considérait comme modèle. La première grande bataille eut lieu près du fleuve Granique. Bien que les troupes perses tentèrent de tenir la traversée, l'armée macédonienne perça leurs rangs. Cette victoire ouvrit à Alexandre le chemin en Asie mineure, et les cités passaient l'une après l'autre de son côté. Il libérait les établissements grecs qui se trouvaient sous le pouvoir des Perses, obtenant ainsi le soutien de la population locale. 2 ans plus tard, Alexandre rencontra le roi perse Darius, 3 près d'Issos. La bataille fut difficile. La plaine étroite gênait les manœuvres, mais la phalange macédonienne et la cavalerie sous le commandement personnel d'Alexandre se révélèrent à nouveau plus fortes. Darius s'enfuit, laissant sa famille, et Alexandre ordonna de traiter les prisonniers dignement. Les auteurs antiques racontent l'histoire de la mère de Darius qui tomba devant Alexandre, et il la releva et dit que son fils était vivant et qu'elle resterait sous protection. Cet épisode soulignait son aspiration à combiner force et respect envers les vaincus. De là, le chemin menait plus loin vers le centre de l'Empire perse. En Égypte, Alexandre fut accueilli comme libérateur. Il fut reconnu comme fils du dieu Amon, et il fonda la cité d'Alexandrie, qui plus tard deviendrait l'un des plus grands centres scientifiques et culturels de l'Antiquité. Ensuite, il se dirigea plus loin et rencontra Darius dans la bataille décisive de Gaugamel. Malgré la supériorité numérique des Perses, l'armée macédonienne gagna grâce au système créé par Philippe et à la capacité d'Alexandre à mener le combat. Darius s'enfuit à nouveau, mais fut tué par le satrape Bessos, qui espérait prendre sa place. Alexandre ordonna de capturer Bessos et de l'exécuter comme traître. Lorsqu'Alexandre entra à Babylone, les habitants l'accueillirent comme héritier légitime des rois. Il continua la campagne vers l'est et atteignit l'Inde. Près du fleuve Hydaspes, il rencontra le roi Poros. La bataille fut difficile, mais les Macédoniens vainquirent. Après elle, Alexandre demanda à Poros comment le traiter, et celui-ci répondit comme un roi. Alexandre lui conserva le pouvoir et même élargit le territoire. Mais plus l'armée avançait, plus les guerriers se fatiguaient. Ils refusèrent d'aller plus loin, et Alexandre fut contraint de faire demi-tour. À Babylone, il mourut subitement, n'ayant pas atteint 33 ans. Sa mort marqua le début de la lutte entre ses généraux, et l'immense empire fut bientôt divisé entre eux. Lorsqu'Alexandre mourut à Babylone, son armée se tenait dans la perplexité. Personne ne comprenait à qui appartenait maintenant le pouvoir sur l'immense territoire incluant des centaines de cités et des dizaines de peuples. Les généraux qui, pendant des années, furent près de lui, hommes forts et ambitieux, habitués à prendre des décisions sur le champ de bataille, ne pouvaient s'accorder sur la manière dont devait exister l'empire sans la figure du roi. Dans les premiers jours, ses gardes du corps attendaient aux portes du palais, espérant que quelqu'un prendrait la responsabilité. Mais personne n'osait dire que c'était précisément lui qui devait devenir souverain. Les uns proposaient d'attendre la naissance de l'enfant que portait Roxane. D'autres considérèrent que le pouvoir devait passer aux parents d'Alexandre. D'autres encore
disèrent que l'immense empire ne pouvait rester sans gouvernance même pour peu de temps. C'est ainsi que commença le monde hellénistique. Il n'apparut pas par une seule décision. Il surgit d'une longue lutte, d'alliances temporaires, de disputes et de batailles. Les diadoques, généraux d'Alexandre, tentèrent d'abord de maintenir l'empire comme un tout unique, mais il devint rapidement clair que sans centre fort, il se désintégrerait inévitablement. Commença une longue série de guerres où chacun s'efforçait de se renforcer dans sa partie de l'État. Perdiccas, l'un des généraux les plus influents, tenta de gouverner tout l'empire au nom du nourrisson Alexandre IV. Mais Ptolémée en Égypte, Antigone en Asie mineure et Séleucos à l'est virent en lui un rival. Perdiccas commença une campagne en Égypte pour punir Ptolémée. Mais lors de la traversée du Nil, son armée subit de grandes pertes. Le mécontentement s'intensifia, et une nuit, ses propres officiers le tuèrent. Après cela, la lutte entre diadoques s'enflamma encore plus fort. Ptolémée, qui établit presque immédiatement le pouvoir en Égypte, se révéla être l'un des souverains les plus raisonnables. Il n'aspirait pas à la conquête de tout l'empire, comprenant que l'Égypte était un pays riche et protégé. Il prit le corps d'Alexandre et, comme l'écrivaient les auteurs anciens, l'enterra en Égypte, transformant la tombe du roi en symbole politique renforçant son pouvoir. Séleucos, d'abord chassé de Babylone, revint ensuite et devint souverain d'immenses territoires de l'Asie mineure, aux vallées d'Iran et aux rives de l'Indus. Il gouvernait de nombreux peuples, comprenant qu'il était impossible de maintenir un tel empire par la seule force. Il créait des cités, installait des Grecs sur de nouvelles terres, plaçait des garnisons et construisait progressivement un système de gouvernance qui pouvait exister sans le charisme central d'Alexandre. Antigone, qui gouvernait l'Asie mineure, était peut-être le plus ambitieux de tous. Il aspirait à restaurer l'empire d'Alexandre dans son intégralité. Mais contre lui se levèrent les forces unies des autres diadoques, et dans la bataille d'Ipsos, il périt. Ce fut le moment décisif. Le monde se divisa définitivement en plusieurs États. Ainsi apparurent 3 grandes puissances hellénistiques. En Égypte se fixa la dynastie des Ptolémées. Alexandrie fut transformée en immense centre culturel. Ptolémée Ier commença à rassembler la bibliothèque, collection de connaissances qui deviendrait l'un des symboles de toute l'époque. Les savants travaillaient au musée. Hérophile y étudiait la structure de l'homme. Ératosthène calculait la circonférence de la Terre. Aristarque de Samos supposait l'existence du système héliocentrique. À l'est se forma l'empire des Séleucides, immense, diversifié et multinational. Les colonies grecques voisinaient avec les anciens cultes orientaux. Dans une cité syrienne, les archéologues trouvèrent une inscription où un habitant local remerciait simultanément les dieux grecs et les divinités sémitiques, rare exemple d'interaction des cultures. La langue grecque devenait langue de science et de commerce, tandis que les coutumes locales se conservaient à côté des coutumes helléniques. À l'ouest, en Macédoine et partiellement en Grèce, le pouvoir passa aux Antigonides. Leur royaume était plus petit en taille, mais le plus proche des anciennes cités grecques. Ils maintenaient l'armée, construisaient des temples, intervenaient dans les affaires de l'Hellade, créant de nouvelles alliances et de nouveaux conflits. Dans tout le monde hellénistique se produisaient des changements significatifs. Les Grecs fondaient de nouvelles cités. Dans ces cités fonctionnaient des marchés, des théâtres, des ateliers. Les gens arrivaient de différents pays, trouvaient du travail, ouvraient des boutiques artisanales, servaient dans l'armée ou cherchaient protection auprès des cours des rois. Dans un papyrus égyptien, un soldat grec écrivait à son frère que le service lui avait permis d'obtenir une terre, d'épouser une femme locale et d'ouvrir un petit atelier, exemple de la manière dont dans le monde hellénistique se croisaient les destins des gens. L'art reflétait ces changements. Les sculpteurs créaient des œuvres où les émotions se transmettaient plus fortement que jamais auparavant. Le groupe sculptural du Laocoon,
ou la victoire de Samothrace montrent que les artistes s'efforçaient d'exprimer le mouvement, les expériences, la tension intérieure. À Pergame étaient créées des compositions d'autels, où les scènes de lutte des dieux et des géants semblaient dramatiques et puissantes. Science, art, religion, tradition quotidienne, tout s'entrelaçait. Les Grecs apportaient leurs coutumes, les habitants locaux conservaient les leurs, et progressivement naissait un monde dans lequel les divinités de différents peuples étaient vénérées côte à côte. Et un savant de Grèce pouvait travailler avec des textes écrits en araméen ou en égyptien. En Bactriane fut trouvé un document sur le mariage d'un soldat grec et d'une femme locale. Encore un témoignage du fait que les frontières des cultures devenaient de plus en plus conventionnelles. La Grèce, comme ensemble de cités, cessait déjà d'être le centre du monde. Mais la culture grecque devenait cette langue à travers laquelle les peuples communiquaient entre eux. Les idées grecques pénétraient à l'Est, et les traditions orientales influençaient la pensée grecque. Le monde hellénistique n'était pas paisible. Les royaumes se querellaient, les souverains changeaient d'alliés, les cités se révoltaient. Mais sur fond de ces événements naissait une nouvelle civilisation. Cette civilisation prépara le terrain pour Rome. Les Romains, ayant conquis les États hellénistiques, héritèrent de leurs connaissances, de leur art, de leur philosophie et transformèrent la culture grecque en partie de la leur. Les États des diadoques disparaîtront, mais le monde créé par eux, monde de mélange, de recherche scientifique, d'art développé et d'espaces culturels unifiés, restera dans l'histoire. Ainsi se termine l'histoire de la Grèce comme monde de cité indépendante. Mais commence l'histoire de la Grèce comme culture, qui sortit bien au-delà de la mer Égée et devint partie d'un monde plus grand que nous appelons antique. Les traces que laissa la Grèce ne se limitaient pas aux temples et aux statues. Elle vivait dans les mots, dans les lois, dans la manière de penser. Lorsque des siècles plus tard, des gens essaieraient de comprendre ce qu'est la démocratie, ils se tourneraient vers Athènes. Lorsqu'ils chercheraient à créer un système d'éducation, ils se souviendraient de Sparte. Lorsqu'ils voudraient comprendre le destin et la volonté humaine, ils liraient les tragédies grecques. La philosophie, née dans les rues d'Athènes et les cités d'Ionie, deviendrait le fondement de la pensée européenne. Le monde grec n'était pas parfait. Il y avait l'esclavage, les guerres, les injustices. Mais c'était un monde où, pour la première fois, les gens commencèrent à se poser des questions sur ce qu'est la justice, sur comment doit être organisée la société, sur ce qui rend l'homme humain. Ces questions restent actuelles aujourd'hui. De la Crète minoenne aux campagnes d'Alexandre, de l'obscurité des siècles sombres à la lumière de l'Acropole, la Grèce antique parcourut un chemin qui changea le monde. Son héritage ne se trouve pas seulement dans les musées et les livres, mais dans chaque tentative de construire une société plus juste, dans chaque effort de comprendre le monde par la raison, dans chaque conversation où les gens essaient de trouver la vérité ensemble. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.